Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'engagement actionnarial à travers la saison des assemblées générales d'actionnaires 2024 qui va bientôt s'ouvrir dans les prochaines semaines. Nous parlons de ce sujet avec Michael Herskovich, directeur de l'engagement et de la politique de vote chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Michael. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Je dis pas de bêtises, dans les prochaines semaines, on aura les premières grandes AG d'entreprise, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Demain, c'est le printemps et le printemps égale saison des assemblées générales. Donc, à travers le monde, en effet, les assemblées générales ont lieu souvent en avril, mai, juin. Donc, on va rentrer vraiment dans la période intense d'activité d'assemblée générale. On avait raconté avec vous comment ça se passe entre deux saisons d'assemblée générale. Quel est le travail justement de l'engagement et du directeur de l'engagement d'un asset manager. Partant de ce qui s'est passé en 2023 dans ces AG, quels sont les points de focalisation que vous allez vouloir mettre en avant à travers les sociétés et les assemblées générales auxquelles vous avez participé, Michael? Oui, alors donc on vote à peu près à 2000 assemblées générales par an pour donner un peu le périmètre. Et c'est vrai qu'on dialogue tout au long de l'année avec les sociétés. Donc on dialogue sur des sujets variés, stratégiques, des sujets climatiques, environnementaux, socio-gouvernance. Le moment de l'Assemblée générale, on vote sur des résolutions, on vote souvent sur des thématiques qui sont assez communes, régulières, l'élection des conseils d'administration, l'élection d'administrateurs, les thématiques qui traitent aux rémunérations. Ouais. Donc ça va être principalement ces sujets-là en Assemblée générale qui vont être traités. Donc la rémunération, quand on regarde ce qui a pu se passer en 2023, on anticipe que ça va être un sujet important. On s'oppose à près d'une résolution sur deux, un peu plus sur 2023, ce qui est beaucoup. Sur la question de la rémunération. Sur la question des rémunérations. Un vote d'opposition sur deux qui est lié à la question de la rémunération chez vous. Une opposition sur deux. Sur les rémunérations, on a 50% d'opposition. Une opposition sur deux sur ces sujets-là. Et les élections d'administrateurs, où là aussi c'est une thématique qui est importante. On s'est opposé à 42% des résolutions qui touchent aux administrateurs. Soit pour des questions de stratégie, comme je disais, stratégie climatique, des accords sur l'alignement et la transition, sur des sujets de biodiversité, mais beaucoup aussi sur des questions de composition du Conseil et notamment les questions de diversité. Ah ouais. Mais c'est sur ces deux sujets-là où effectivement il y a le plus de votes d'opposition, c'est ça pour BNP Paribas Asset Management, c'est ça. C'est les deux thématiques. Après, on a des opérations financières. Après, il y a des résolutions plus de routine en général, mais c'est le cœur des assemblées générales. Comment vous abordez la question de la diversité des conseils d'administration aujourd'hui, Michael? Est-ce que ça reste strictement, notamment quand on est dans le périmètre européen, est-ce que ça reste strictement une question de genre, ou est-ce que les critères de diversité aussi évoluent ou peuvent évoluer? Alors, c'est les deux sujets. C'est vrai que la diversité des genres, c'est un sujet qui est important, qui est historique, qui est facile à mesurer, donc c'est une donnée qui existe partout dans le monde, où on a un historique important. On a fixé des règles dans notre politique de vote qu'on avait renforcées l'année dernière, où on demande 35% de femmes au Conseil en Europe, en Amérique du Nord. On voit des chiffres d'évolution de la diversité. 35%, donc ça c'est votre seuil à vous? Ça c'est notre seuil, 20% sur des zones un peu moins matures comme l'Asie. Et ce qu'on voit à travers les chiffres de cette étude qu'on a publiée il y a quelques semaines, c'est que la diversité progresse. Elle progresse partout. Elle n'est pas forcément encore aujourd'hui au niveau qu'on souhaiterait qu'elle soit, mais elle progresse. Plus 2 points par rapport à l'année dernière, plus 4 points par rapport à 2 ans. On est à 29% en moyenne dans le monde. Ça progresse dans toutes les zones, donc c'est plutôt positif. On s'oppose encore un certain nombre de fois parce qu'on a, dans la moitié des cas, on s'est opposé. Les règles de diversité n'étaient pas encore respectées, donc il y a encore du chemin à faire. Mais on voit plutôt une tendance clairement positive et on voit ces chiffres qui sont. L'Europe est parmi les mieux disants. Je vois Australie, Nouvelle-Zélande. Donc en vert, effectivement, c'est le taux moyen des femmes présentes au conseil d'administration dans les sociétés portefeuilles de BNP Paribas Asset Management. Et le reste, c'est le marché. Enfin, c'est le benchmark. C'est ça. Exactement. C'est l'univers d'investissement. Donc forcément, on a un investissement qui est plus biaisé positivement et on a plus de femmes dans les conseils. Et on a en effet des zones européennes, notamment en France, qui est un des pays leaders suite à la loi Copé-Zimmermann et les quotas, mais pas seulement, et des zones qui sont un petit peu plus longues à faire progresser. Est-ce que la diversité de genre amène
une diversité plus globale, plus générale dans les conseils d'administration? Alors, en général, oui, Michael. et ce qui est très bien, parce que l'objectif d'avoir une diversité plus importante, on voit que les entreprises qui ont une diversité plus importante, elles ont un meilleur processus de décision, elles ont une meilleure performance financière in fine, mais c'est vrai que pour avoir un meilleur processus de décision, il n'y a pas que la diversité des genres, et on souhaite avoir des expertises différentes, des personnes qui ne sortent pas de la même école, qui ont des expériences métiers différentes qui vont être intéressantes pour l'entreprise. Et ce qui est en globalité, les règles sur la diversité, la progression de la diversité des femmes, elle a amené une progression globale de la diversité. Elle a amené des sociétés à réfléchir quelles compétences j'ai besoin au sein de mon conseil, comment je vais la retrouver, et donc de faire progresser cette diversité. Il y a la diversité ethnique qui progresse sur certains marchés, on peut la mesurer, comme les marchés anglais et américains, qui est un sujet extrêmement important, qu'on prend en compte. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est cette diversité dans un sens global, et pas uniquement la diversité des genres. Et la diversité au sens anglo-saxon du terme, ça fait partie aussi de votre univers d'investissement. Enfin, je mets pas les deux en confrontation, mais il y a des bénéfices à retirer aussi de la manière dont les anglo-saxons cultivent la diversité à travers le genre, mais à travers les origines ethniques, culturelles, etc. Ça apporte aussi quelque chose de supplémentaire ? Oui, c'est vrai que c'est un biais qui n'est pas possible en France avec la loi, mais qui est fait différemment, je dirais, parce que la manière dont les conseils... Il y a un contournement d'une certaine manière. En tout cas, il y a une règle, on regarde beaucoup quelle va être la nationalité, et s'assurer qu'on n'a pas uniquement sur un conseil d'administration une seule nationalité représentée. Ce qui ne va pas du tout être regardé comme ça d'un point de vue américain. Donc on va l'apporter, on va l'amener manière de regarder le sujet un peu détournée, quoi. C'est ça, un peu différente. Un peu différente, et voilà, le but c'est d'avoir des personnes qui viennent d'un univers différent, qui apportent des expériences différentes, qu'on le mesure d'une manière ethnique, d'une manière nationalité, d'une manière expérience. Il y a plusieurs moyens de mesurer cette diversité. J'entends. Sur la question des rémunérations, où est-ce que vous portez le combat ? Comment est-ce que vous portez le combat ou la bataille aujourd'hui, Michael, sur cette éternelle question des rémunérations des managers ? C'est nécessairement un sujet qui sera au cœur des assemblées générales. Comme je disais, une résolution sur 2, on s'est opposé. Il y a différentes raisons. Il y a des questions de transparence, il y a des questions d'alignement avec la performance de l'entreprise, avec l'évolution de la rémunération des salariés, de s'assurer que les rémunérations soient bien orientées vers le long terme. Donc, beaucoup d'éléments qu'on regarde dans la rémunération. C'est vrai que là, cette année, on a souhaité un petit peu renforcer, faire un focus notamment sur les questions climat. On exige à partir de cette année que les sociétés, notamment sur des secteurs comme l'énergie, la production d'électricité, incluent un critère climat. Et cette exigence, elle sera globale dès 2026 pour l'ensemble des secteurs. Encore faut-il que ce critère climat, bien sûr, il soit quantifiable, qu'il ait un sens d'un point de vue entreprise, qu'il soit pertinent. Donc toutes nos demandes... Il n'y a pas de costume à taille unique de ce point de vue-là. Non, il n'y a pas de one size fit all en utilisant un anglicisme. On n'a pas voulu fixer la règle du jeu de voici le critère absolu et qui est magique pour toutes les entreprises. Ça marche bien sûr pas comme ça. Débrouillez-vous avec. Et débrouillez-vous comme ça. Non, chaque entreprise doit le définir. Par contre, après, on est extrêmement vigilant. Le but n'est pas de cocher une case et de dire c'est bon, on a un critère climat. Il faut qu'il soit surtout quantifié. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont un critère plutôt qualitatif sur lesquels on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Et à l'image des critères financiers, on veut avoir le même niveau d'exigence qu'on a sur le financier, sur l'extra-financier et sur les critères ESG ou climatiques. Et c'est quoi un critère climat pertinent dans l'exemple des secteurs que vous avez cités, énergie, production d'électricité aujourd'hui, qui vont être les secteurs sur lesquels vous allez tout de suite pouvoir mettre la pression, entre guillemets, en tout cas mettre l'engagement, pour reprendre la terminologie. Alors, on va dire, souvent le classique, ça va être des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, donc sur le scope 1, sur le scope 2, éventuellement sur le scope 3. Ce qu'on s'attend, et c'est que ces critères soient sur le court terme, mais aussi sur les longs termes, sur les plans long terme, sur des mesures de 3 ans, que les sociétés qui sont un certain nombre vertueuses, elles émettent aussi ces plans on parle beaucoup d'aide net zéro à 2050. Ça amène des points intermédiaires à 2025, à 2030. Donc l'idée est que ces critères suivent le cheminement des plans stratégiques des entreprises et puissent être quantifiés et soient inclus dans la rémunération des dirigeants. Mais il y a l'idée que le management aujourd'hui qui s'engage sur du net zéro 2050 soit quand même jugé et arbitré sur cet engagement
avant 2050. Exactement. Moment où il sera évidemment plus en poste. Bien sûr, bien sûr. Donc des critères même d'année après année. Les sociétés ont des trajectoires à court terme, à moyen terme. Elles ont des objectifs annuels qui ont du sens. Elles ont des objectifs pluriannuels, donc de pouvoir les mesurer, les quantifier. Alors, on donne l'exemple du CO2, ça peut être d'autres exemples. Par exemple, sur le secteur automobile, on parle souvent de plutôt les émissions de la flotte automobile, les grammes de CO2 sur les véhicules, qui sont des critères extrêmement pertinents, qui permettent de mesurer vraiment les ventes de véhicules et l'effort qui est fait par les entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu se fixer sur un critère. On peut avoir aussi d'autres gaz comme les NOx sur certains secteurs qui sont extrêmement pertinents. Donc aux entreprises d'identifier celles qui sont le plus pertinents pour elles. Nous, on peut les challenger. On vote contre beaucoup de cas de figure. On trouve que c'est pas assez pertinent et qui vont aller dans le sens de la stratégie et de la transition. Merci beaucoup, Mickaël. Merci d'être venu nous éclairer avant le lancement de cette saison des Assemblées Générales d'Actionnaires. Il faudra qu'on se revoie après, bien évidemment, pour en tirer le bilan. Mickaël Herskovitch, qui était avec nous, le directeur de l'engagement et politique de vote chez BNP Paribas Asset Management, invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. Très bonne soirée. On se retrouve demain, évidemment, 17h en direct sur Bismart TV, à retrouver en replay chaque jour sur bismart.fr.